Sud Radio, le Grand Matin Week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invitée Anne Carrière, la célèbre éditrice. Thomas, vous allez nous présenter notre invitée à travers son portrait inattendu. Oui, mon cher Philippe, comment oser faire le portrait d'Anne Carrière sans risquer de mettre la sienne en péril ? Vous vous rendez compte au moment où je fais tomber le masque de mes intentions, enfin, si j'ose dire, dans cette période, pour plonger ma plume dans l'encrier de la vie de notre invité. Mais qui suis-je, si ce n'est un animateur qui s'improvise en auteur en se mettant une grosse pression pour éviter une petite dépression tout en se versant une pression. Alors, oui, je vous le dis, pour échapper ce dimanche matin au syndrome de la page blanche, je me suis mis à noircir mon papier pour m'éclaircir la pensée. Et l'air de rien, ce qui n'est pas rien, je me suis mis à chercher qui vous étiez Anne Carrière, et tout cela m'a beaucoup éclairé. Vous avez débarqué dans la vie un 20 août, au moment où la France se mettait à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Votre arbre généalogique ressemble plus au Wouzou qu'à un livret de famille. Fille de Robert Laffont, éditeur, sœur de Patrice qui a essayé d'apprendre l'alphabet pendant 17 ans en jouant avec ses lettres sur France 2, et d'Isabelle, présidente des éditions Jean-Claude Lattès, mais aussi mère de Stéphane, écrivain. On imagine assez bien vos réunions de famille le samedi soir autour d'un Scrabble. D'ailleurs, si au passage vous aviez une martingale pour faire des mots compte triple, je suis preneur. Mais vous n'êtes pas qu'une femme de chiffres en étant éditrice. Vous êtes également une femme de lettres en ayant accompagné Paulo Coelho ou Françoise Xenakis, entre autres, tout en décidant de devenir auteur à votre tour. Car c'est une chance infinie de pouvoir combler un rêve en plus. En commettant un écrit pour faire entendre sa voix, telle est la voix d'un écrivain accompli. En cherchant à achever votre présentation, et non comme on achève les chevaux, j'ai croisé un proverbe islandais disant que celui qui n'a pas de livre est aveugle. Et du coup, j'ai une révélation, Anne. J'ai enfin compris pourquoi Gilbert Montagnier avait choisi de se lancer dans la chanson. Merci Anne Carrière d'être sur le plateau d'Oser Investir ce matin, car contrairement à Sœur Anne, vous m'avez vu venir, et votre regard le souligne. Vous êtes livre comme l'air. Bonjour Anne Carrière. Qu'est-ce que c'est beau tout ce que vous avez dit. Merci. Alors, je peux rebondir sur quelque chose. Je vous en prie, vous êtes là pour ça. Parce que quand j'ai travaillé quand même un petit peu chez mon père, et il y avait un garçon, on avait publié un livre d'un auteur qui s'appelait Hugues de Montalembert. Il était aveugle. Il avait reçu, il était en Amérique et il avait reçu de l'acide dans les yeux, quelqu'un qui ne sait pas. Et on a publié ce livre et j'étais tombée folle amoureuse de lui, mais ça c'est autre chose. Donc j'ai été son attachée de presse, ouais. Et il m'a laissé. Il pouvait écrire quand même. Ouais. Et je lui dis, Hugues, j'aimerais que tu me dédicaces ton livre, etc. Il me dit, attends. J'ai gardé le livre. Il a attendu le 21 juin. Anne, 21 juin. Le jour où la lumière fait reculer la nuit jusqu'à l'anéantir, ouais. Comme ton amitié, ta tendresse a fait reculer ma nuit. C'est beau. C'est beau. C'est beau ça. Voilà. C'est très beau. Vraiment. Moi, j'ai une petite question pour commencer votre interview, Anne Carrière. Si vous deviez choisir entre le métier d'éditrice et d'auteur, si vous deviez refaire ce parcours professionnel, lequel choisiriez-vous ? J'ai choisi les deux, puisque j'ai fait les deux en même temps. Vous deviez choisir. On choisit pas. On peut pas choisir. Non, alors, ce que j'ai choisi, par contre, c'est que j'ai fait 3 livres chez 3 éditeurs différents, et je n'aurais jamais publié ni aux éditions Anne Carrière, par exemple. Vous voyez. D'accord. Voilà, mais j'ai été auteur et j'ai été éditrice. Alors, les 3 livres, on va les évoquer, parce que je les ai, effectivement, vous l'avez bien relevé dans le portrait, je les ai distillés. C'est L'air de rien, Une chance infinie et Un rêve en plus. Ouais. Alors, L'air de rien, j'ai été très contente parce que, bon, moi, je suis donc la fille de Robert Laffont, mais j'ai eu beaucoup de mal à être la fille d'eux. Je voulais exister par moi-même. Et là où j'ai été très fière, c'est que j'avais envoyé mon premier roman, donc L'air de rien, à différentes maisons d'édition, sous le nom d'Anne Carrière. Ils ne savaient pas du tout que j'étais la fille de Robert Laffont. Et j'ai été prise chez Julliard parce qu'ils avaient aimé mon livre, pas parce qu'ils se disaient il faut faire attention à la fille de Robert Laffont. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Pardon de revenir sur mon sujet, on est chez Oser Investir, hein ? Vous êtes passé par là. Oui. Vous avez vu, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Éditeur ou auteur ? Oh, ça, je peux pas répondre, ni l'un ni l'autre. Alors, moi, je vais vous aider parce qu'il y a une citation qui dit que la seule solution pour un auteur de devenir riche, c'est d'épouser la fille de l'éditeur. Ah, c'est peut-être pas mal, ça. C'est pas mal. Ah, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, là, parce que mon deuxième livre, qui s'appelait Une chance infinie, c'est mon ami Denis Tillenac, qui vient de mourir là, qui a été mon ami pendant 40 ans, etc. Et j'ai publié mon deuxième livre, La Table Ronde. Donc voilà, je fais un énorme baiser à Denis, là, qui vient de partir, parce que ça a été pour moi vraiment un homme extraordinaire. C'était quelqu'un de proche, je l'embrasse aussi. Ah oui, vraiment.
Anne Carrière, vous avez découvert Paulo Coelho d'une certaine manière. Oui. Comment on fait pour découvrir un auteur de cette nature et nous le ramener en France pour qu'on en profite tous aussi? Cette histoire est extraordinaire. Bon, nous créons notre maison d'édition avec mon mari en 93. Enfin, c'est mon mari qui a voulu. Moi, je voulais pas. J'avais déjà 48 ans, lui 49. Vous vouliez pas créer une maison d'édition, non, c'est ça? Non. J'étais partie des éditions Robert Laffont parce que la maison commençait à aller moins bien. Papa n'allait pas bien, etc. J'étais partie travailler 1 an chez un ami qui avait créé une maison il avait posé le bilan. Et mon mari avait été ailleurs. Et bon, on s'est retrouvés tous les deux en 92, sans métier, sans rien. Et on n'avait pas beaucoup d'argent, franchement. Bon. Et il me dit, on va créer une maison d'édition. Je lui dis, tu es fou, etc. Mais il me dit, oui. Et puis là, une chose qui est très importante pour moi, c'est pas moi qui ai voulu qu'elle s'appelle Édition Anne Carrière. C'est lui qui m'a forcé, presque, parce qu'il m'a dit, écoute, tu connais quand même les journalistes, les éditeurs, etc. Bon. Donc j'ai fini par dire oui, mais bon. Et puis, comme on n'avait pas d'argent, on a demandé un peu à des gens autour de nous, dont ma cousine Germaine, qui habitait Barcelone, qui s'appelait Brigitte, et qui avait pas mal de sous, et qui était un peu comme ma sœur. Elle avait 5 ans de plus que moi. Bon. Et elle a mis de l'argent, mais même j'étais obligée de lui dire attends un peu. Mon frère Patrice en a mis, enfin voilà. Papa n'a pas voulu, il n'y croyait pas du tout. Bon. Et puis, donc on commence, on sous-louait un bureau à un autre éditeur, on commence donc en 93, on trouve des auteurs à publier deuxième trimestre 93, mais on n'était pas connus ni des libraires, ni des journalistes, des nouveaux journalistes. Et Brigitte m'appelle de Barcelone un jour, elle me dit écoute Anne, elle lisait beaucoup, elle ne travaillait pas, elle avait beaucoup de... Je viens de lire un livre d'un auteur brésilien qui s'appelle Paulo Coelho. Il vient de sortir en Espagne. J'ai adoré ce livre. Je lui dis, écoute Brigitte, moi je lis pas l'espagnol, mais renseigne-toi. Elle va voir l'éditeur espagnol qui lui dit Paulo Coelho. Il n'était pas connu à l'époque. Il était sorti au Brésil et en Amérique latine. Et elle lui dit, je sais pas du tout s'il a été publié en France ou s'il va être publié en France. Pas. Je lui dis, mais vous avez de la chance. Il a un agent qui est une jeune brésilienne qui vient de s'installer à Barcelone. Elle invite l'agent à déjeuner. Elle lui dit, est-ce que vous avez vendu le livre en France? Elle dit non, je l'ai envoyé aux 10 plus grands éditeurs, dont Robert Laffont, ils l'ont tous refusé. Parce que Paulo n'avait pas et puis surtout c'était en portugais. Et moi, j'ai acheté le livre sans l'avoir lu, parce que j'avais confiance en ma cousine. Vous avez vendu combien, Anne Carrière? Alors, on l'a publié à 3000, l'Alchimiste seul, on a vendu 3 700 000 exemplaires. Alors là, c'est un bon investissement, là. Ah, c'est un assez bon investissement. Ça, c'est le moins on va pas s'étendre sur les chiffres, mais c'est forcément un bon investissement. investissement. Le Brésilien, c'est meilleur que Neymar. Ce que je veux dire, surtout pour notre maison, d'abord, ça nous a rapporté de l'argent, etc. Mais surtout, ça nous a fait connaître des libraires et du public. Bien sûr. Les éditions Anne Carrière ont été, à partir de Paulo Coelho, connues par tout le monde. Voilà. Et ça, c'était le plus important. Alors, on a dit effectivement que vous êtes éditrice, vous avez été éditrice. Comment on devient Guillaume Musso ou Marc Lévy? Parce que ça nous intéresse avec Philippe. On pourrait savoir comment on pourrait se reconvertir. Alors, vous savez, ce qui est terrible, tant pis, je vais le dire, le premier livre de Guillaume Musso, Skida Marinck, il a été publié aux éditions Anne Carrière. D'accord. Bon. Et moi, j'avais adoré ce livre. C'est mon mari qui avait trouvé. Et c'est un polar, etc. Bon. Et très, très bon livre. Et puis après, et ça, alors vraiment, en fait, il est parti chez Ixo, parce que Bernard Fixot l'a croisé. Et Bernard Fixot, il avait dirigé les éditions Robert Laffont pendant 2-3 ans, au moment où Marc Lévy a fait ça, est sorti comme ça. Et il pensait qu'il allait suivre. Il n'a pas suivi Marc Lévy, donc il voulait son Marc Lévy à lui. Il a rencontré Musso, il en a fait son Marc Lévy à lui. Bon, voilà. Alors justement, pour devenir soit Marc Lévy, soit Guillaume Musso, très rapidement, Anne, spontanément, si vous aviez un conseil à donner à un jeune auteur en herbe qui nous écoute ce matin, quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'il performe? Aucun. D'accord, bon, ça c'est fait. Non, je vous dis aucun, parce que si les éditeurs savaient faire des best-sellers, ils ne feraient que ça. Vous savez qu'on a été en redressement judiciaire. Quand je me suis retrouvée, parce qu'on a tout dépensé, quand je me suis retrouvée devant les juges, ils m'ont dit, Madame Carrière, comment avez-vous fait pour en arriver là? Je lui ai dit, écoutez, monsieur le juge, si les éditeurs savaient faire des best-sellers, ils feraient que ça. Alors du coup, il m'a parlé pendant 2 ou 3 heures d'édition, et le redressement judiciaire était terminé. Vous avez de la chance. C'est magnifique, ça. Alors justement, sans transition, on va parler de justice, on va se retourner vers Maître Guibert. Quelle va être votre plaidoirie, cher maître, ce matin? Alors, cher Thomas, j'ai retenu l'histoire d'un jeune auteur qui envoie un manuscrit à un éditeur. Le manuscrit n'est pas retenu et plusieurs années se passent. Et ce jeune auteur découvre dans une librairie, par hasard, quelques années plus tard, un livre signé par un autre auteur qui reprend l'intégralité de son manuscrit. Alors, que fait ce jeune auteur? Il porte plainte pour plagiat. Et alors?
En droit, le plagiat n'existe pas et Ouais. le droit ne protège malheureusement pas une idée. En pratique, les tribunaux analysent la notion de contrefaçon du droit d'auteur, savoir les mots, les phrases et les copier-coller. Ce type de procédure, et les éditeurs le savent bien, révèle souvent l'existence de porte-plumes, appelés généralement auteurs de l'ombre, qui vendent leurs manuscrits à un auteur connu dont le nom assurera la vente de nombreux exemplaires. C'est un problème de marketing. Et pour mémoire, puisque c'est public, les procédures les plus connues concernaient des auteurs importants, parmi lesquels PPDA, Alain Minck, Jacques Attali. Bon, il s'est donc retrouvé devant la justice, ce Oui. personnage ? Oui. Oui, et le tribunal a fait une analyse très fine des manuscrits et a indiqué que l'auteur du livre publié a manifestement reproduit, en cherchant à modifier à minima les phrases, le plus souvent en résumant des passages et en changeant quelques mots et expressions. Alors comment s'est terminée cette affaire, cher maître ? Alors, le tribunal a admis les arguments de l'auteur du premier manuscrit Oui. et lui a alloué 5 000 € de dommages et intérêts provisionnels et 6 000 € pour les frais de justice. J'ajoute, et c'est important, que le livre de l'auteur de la contrefaçon continue à être vendu en librairie. Alors votre conseil ? Eh bien, écrivez, c'est magnifique. Et lorsque vous envoyez un manuscrit à un éditeur, accompagnez-le d'un courrier mentionnant que l'éditeur s'interdit toute diffusion du manuscrit et s'engage à vous le retourner. Merci, cher maître, pour cette plaidoirie. Alors, chère Anne Carrière, comme le veut la tradition d'Oser Investir, et pour terminer notre émission ensemble, vous avez choisi une chanson, et quand on l'a préparée ensemble, je vous ai demandé laquelle vous ferait plaisir d'entendre aujourd'hui. Ouais. C'est Être né quelque part de Maxime Le Forestier. Oui. Alors, en quelques mots, pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que moi, il y a une chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est les gens qui se croient supérieurs aux autres. D'accord. Et c'est vrai que d'abord, quand on vieillit, on voit que la vie est quand même très courte. Et en même temps, on a une chance extraordinaire quand on est à tel endroit par rapport à d'autres qui n'ont pas eu cette chance, quoi. Donc c'est ça qui me... Moi, je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai quand même eu une belle vie. Je suis né au bon endroit. Il y a tellement de gens qui n'ont pas cette chance que... Voilà, c'est pour ça que ça me... Mon père avait une phrase que j'ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup aimée, c'était sa philosophie. Il disait, il aimait les gens pour ce qu'ils étaient et non pas pour ce qu'ils représentaient. Et ça, c'est toute ma philosophie. Alors merci Anne Carrière, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Sud Radio, Philippe. Quelle belle conclusion pour ce 55e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble de nos systèmes digitaux, podcasts, en téléchargeant l'application Sud Radio ou Oser Investir, et également en nous retrouvant sur Internet avec oserinvestir.fr ou sudradio.fr. Merci de votre fidélité. Et à Philippe, dimanche prochain. forcément dimanche prochain. Forcément. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.